Une question, Niger, ultimatum de la CEDEAO, coup de com' ou de bluff? Telle est notre grande interrogation. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole aux panafricanistes. 2 semaines après la prise de pouvoir par les révolutionnaires, la situation semble toujours au point mort au Niger. Selon les dernières informations, la CEDEAO se réunira à nouveau ce jeudi pour évoquer la situation à Niamey malgré l'expiration de son ultimatum pour rétablir le président déchu. Une intervention militaire sur place ne semble pas à l'ordre du jour. Une question cependant, était-ce un coup de com' ou alors tout simplement un coup de bluff? Les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se réuniront à nouveau donc ce jeudi à Abuja au Nigeria pour évoquer la situation au Niger 2 semaines après la prise de pouvoir par des révolutionnaires et la fin dimanche de leur ultimatum exigeant le retour à l'ordre constitutionnel sous peine d'utiliser la force. La voie du dialogue semble donc être toujours sur la table. Selon une source proche de la CEDEAO, une intervention militaire n'est pas envisagée à ce stade, notamment en raison du rejet de nombreux pays africains de recourir à l'option militaire. Pourquoi avoir donc menacé? Nous nous interrogeons. Sur 6 pays frontaliers du Niger, 3, l'Algérie, le Tchad et le Bénin, se sont prononcés contre une action armée. Au Nigeria, les sénateurs ont appelé à renforcer l'option diplomatique. De leur côté, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry sont de tout cœur avec le peuple frère du Mali. Et d'ailleurs, ils l'ont déclaré conjointement il y a quelques jours encore. Si on attaquait justement le Niger, eh bien, ce seraient ces 3 pays qu'on aurait attaqués. Cette géographie est simplement incompatible avec une intervention militaire de la CEDEAO selon certains spécialistes. Ils déclarent, je cite, « Les seuls 2 pays qui pour l'instant l'envisageraient, c'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire. On ne voit pas très bien comment ils iraient tout seuls. » Le rôle de l'ultimatum, ça a été d'une part de tester la capacité d'unité à l'intérieur du Niger et d'autre part, c'est comme toujours, les Africains sont d'excellents diplomates d'essayer de trouver une sorte de sortie de crise qui ne valide pas, on va le dire comme ça, l'énième coup d'État. Mais est-ce vraiment la véritable raison? Nous nous interrogeons, mesdames, messieurs. Oui, parce que c'est toute une autre raison. Il faut le préciser, toute autre chose d'ailleurs. Et cette chose, c'est l'uranium. En France, le prix de l'électricité est à la hausse. Pour respecter donc ses contrats, la France devra puiser dans ses réserves pour satisfaire ses clients d'Europe à qui il avait promis de l'uranium bon marché. En puisant justement dans ses réserves, les spécialistes assurent que la France ne pourra pas résister 1 an et se retrouvera dans le noir. Alors l'option du dialogue est privilégiée de peur que des nouvelles autorités nationalisent l'uranium et donnent l'opportunité à la Russie, oui vous l'avez bien compris, d'y construire une centrale nucléaire pour éclairer les Nigériens. Un coup de bluff qui résume donc que le régime nouvellement installé sera donc très difficile à déloger. Voilà pourquoi nous nous interrogeons, mesdames, messieurs. Niger, ultimatum de la CEDEAO, coup de com' ou coup de bluff? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patient Parfendom, homme politique UPCiste, Union de population du Cameroun, créé le 10 avril 1948. Il est notre invité ce matin. Patient Parfendom, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Jesselengos, bonjour à nos millions d'internautes, bonjour à tous les peuples africains dont on a l'impression qu'enfin, ils sont en train lentement mais sûrement de sortir de ce sommeil comateux, n'est-ce pas? C'est le géant qui se réveille tout doucement et qui commence à faire entendre ses pas dans ce sol qui a été longtemps un véritable espace de cauchemar pour ces peuples et pour ces populations, mais surtout qui est en train de dire au monde entier que rien ne se fera plus sans l'Afrique. C'est ça l'explication de ce que nous voyons sur notre continent, dans cette zone qui était encore considérée hier comme le précaré français, et où les peuples ont décidé de se prendre en main, de prendre les destinées en main, et le font savoir de la manière la plus ouverte possible. Comme mon grand-père me disait, je me nourris pas à travers les toussements. Je me nourris parce que je suis grand de taille et j'existe. Tout le monde sait que dans cette salle,
il y a quelqu'un comme moi qui existe dans le monde de partage. Il faut compter avec moi. Nous avons débattu pendant longtemps avec vous aussi, Jocelyne Ngoz. Nous avons parlé depuis longtemps de la question du contentieux historique. Oui. Je pense qu'il est temps qu'on revienne sur les fondamentaux de ce contentieux historique. C'est l'occasion pour moi de féliciter tous les membres de l'Alliance patriotique de l'honneur Dr Yarien Tom Daniel qui ont été à l'initiative pour qu'enfin l'Afrique se réapproprie de ce concept. Et ce concept va nous amener fatalement à déboucher sur une ère nouvelle. Une ère d'une nouvelle et vraie indépendance de l'Afrique dite francophone. Parce qu'en réalité, les indépendances qui nous ont été octroyées en 1960 étaient tout simplement des indépendances factices. C'est-à-dire que quand on prend le concept de souveraineté, on voit que quand on parle de souveraineté, tous les éléments de souveraineté ne sont pas constitués dans ce que nous appelons nos indépendances. Vous ne pouvez pas être souverain alors que votre monnaie, votre économie, par conséquent, votre politique est décidée ailleurs. C'est pas possible. Vous n'êtes pas souverain. Donc, c'est progressivement, méthodiquement, mais de manière sûre et ferme, qu'enfin, le soulèvement des peuples, qu'accompagnent de temps en temps certains politiques, mais surtout leurs forces armées et de défense qui ont compris, avec l'invasion de leur espace par ces groupes terroristes, abusivement appelés djihadistes, et avec ces troupes d'occupation qui viennent jouer les pompiers pyromanes, alors que c'est eux qui ont bien organisé, leur pays qui ont organisé cette chienlit-là. Donc ces populations et leurs forces armées ont enfin compris que le moment est arrivé pour eux de se réapproprier de leur souveraineté, donc de purger enfin la question de ce contentieux historique. Donc pour moi, c'est des moments, je vous l'ai dit depuis quelques mois, extrêmement agréables, des moments de joie que je traverse quand je vois ces soulèvements populaires, je vois ces peuples enfin qui ont compris, je vois ces élites, même ceux qui étaient dans des pouvoirs anciens, comprendre que le moment est arrivé pour nous de transformer les terres. Donc, un bonjour particulier, évidemment, au peuple, vaillant peuple du Niger, nigérien. Vous faites la fierté de l'Afrique aujourd'hui. Mais comme un pays qui avance, qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui est en train vraiment, alors là, vraiment, de changer complètement la face du monde concernant leur propre peuple, c'est la République centrafricaine. C'est l'occasion pour moi de saluer le président Faustin Archange Touadéra, qui avec ce oui massif, à ce référendum qui va refonder l'État centrafricain, mais surtout qui va donner des perspectives nouvelles à toute la sous-région et l'Afrique en général. Je pense que les rêves de Barthélémy Boganda, de Ruben Mouniobé, de Modibo Keïta et consorts, sans oublier les Sankara, sont en train de prendre corps aujourd'hui sur notre continent. Et c'est là, je veux rigoler un peu, où j'ai l'impression que les maîtres coloniaux d'hier, l'Empire américain, avec tout ce que cela constitue, d'empire impérialiste, ne comprennent pas ce qui se passe. Ils sont complètement à côté de la plaque. Ils se pensent toujours être vêtus, n'est-ce pas, du manteau de la supériorité de l'ancien monde. Ils ne voient pas le nouveau monde qui se construit. Et avec les fondamentaux que ce nouveau monde pose aujourd'hui, en disant rien ne sera plus comme jamais avant. Les années 50-60 sont passées. Nous sommes en plein 21e siècle. Les peuples aspirent à beaucoup plus de liberté, d'indépendance et de souveraineté. Il faudra compter avec cette nouvelle donne qui se dessine aujourd'hui face à nous dans l'espace planétaire. Parce que qu'on le veuille ou non, le nouveau monde, le monde multipolaire, il est en marche. Il se met en place méthodiquement. Il faudra s'en accommoder ou alors disparaître. Merci à vous, patient parfait d'être avec nous ce matin. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu. Merci également d'être revenu sain et sauf. C'est ça l'essentiel en tout cas pour les Africains et surtout les panafricanistes. On peut parler justement des fruits qui commencent justement à tomber. Nous parlons du Niger ce matin, patient parfum d'homme. L'ultimatum de la CEDEAO est passé dimanche dernier. C'était un coup de com' ou un coup de bluff? Non, c'était ni un coup de com' ni un coup de bluff. J'aime citer Antonio Gramsci. L'ancien monde se fronde, le nouveau élan apparaît et c'est dans ce clair-obscur que c'est juste le monstre. Les gens croient encore dans l'ancien monde. Ils n'ont pas compris que l'ancien monde s'est dépassé. Hier encore, il suffisait de tousser là-bas en Occident pour qu'ici, nous, on s'enrhume. C'est fini. Ils le constatent amèrement, mais à leur dépens. Alors que s'ils avaient écouté Panafricanist TV, tous les débats que vous organisez, toutes les thématiques que vous mettez sur ce plateau et que nous avons l'habitude de changer avec votre brillante contribution évidemment, ils auraient dû se dire attention, il y a des dynamiques qui sont en train de traverser ce continent. J'aime le dire, il y a des lames de fond qui sculptent complètement ce continent, il faut en tenir compte. Mais non,
Ils n'ont pas voulu en tenir compte. De toute façon, ce sont des gens qui depuis Berlin, qu'on a ravalé au rang des bêtes sauvages, et rien de bon ne peut être produit là-bas, donc rien ne se passera. Il suffirait qu'on tout saute un peu pour que tout le monde, dans un apprentissage qui ne dit pas son nom, de nouveau, vienne lécher nos boules. C'est fini, c'est terminé. Et c'est ça qui fait le côté, j'allais dire, irresponsable, le côté, j'allais dire, vraiment candide des décideurs occidentaux aujourd'hui. Ils ne comprennent pas ce nouveau monde. Ce nouveau monde les échappe parce qu'ils n'ont pas voulu prendre en considération un certain nombre d'éléments. Un, l'Afrique dans les années 60, ce n'est pas l'Afrique d'aujourd'hui. Dans les années 60, mon pays, comme le Cameroun, n'avait que 30 millions d'habitants. Les guerres successives, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, la colonisation ont décimé complètement nos populations. Nous sommes en 2023, le Cameroun compte pas moins de 30 millions d'habitants. C'est quelque chose il faut tenir compte de ça. Et parmi ces 30 millions d'habitants, vous avez des jeunes qui sont allés étudier ailleurs, qui ont vu des réalités d'ailleurs. Ce n'est plus l'époque où, quand un dimanche, M. Ngos était absent de la messe, n'est-ce pas, le prêtre déboulait chez lui à cheval, et devant sa femme et ses enfants, on disait, M. Ngos, pourquoi tu es absent de la messe aujourd'hui? Mon père, couchez-vous aussi. Et on vous fouettait devant votre femme et vos enfants. Ça, c'est fini. Est-ce que vous voyez encore un truc comme ça se produire chez nous? Je prends cet exemple pour démontrer qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a beaucoup d'éléments nouveaux qui sont là et beaucoup de responsabilités, d'ambition que les peuples africains aujourd'hui nourrissent et font tout pour appliquer. Et ça, les autres n'ont pas su le voir. Ils n'ont pas voulu le comprendre. Ils n'ont pas voulu l'analyser concrètement. Pire encore, il y a de nouveaux acteurs qui n'ont jamais eu la même histoire que ceux qui nous ont colonisés avec le grand maître, les Américains, qui se sont intéressés au niveau de l'Afrique au moment où, après la chute du mur de Berlin, les Occidentaux, les Européens en premier disaient, bon, l'Afrique ne nous rapporte rien, on va se détourner de nous irons investir en Europe de l'Est. Leur déconvenu en Europe de l'Est, parce que là-bas, les gens sont d'un nationalisme dit style échevelé, ils ont été obligés de revenir. Mais en revenant, comme la nature ayant horreur du vide, ils se sont rendus compte que de nouveaux acteurs se sont installés. Et ces acteurs comprenaient très bien, par leur analyse, je parle des Chinois, je parle des pays comme le Brésil, je parle d'autres pays, même comme les Corées, les deux Corées d'ailleurs, qui ont aussi commencé à placer les pions, même le Japon, vous voyez les écoles japonaises dans la plupart de nos pays. Ils ont conçu un nouveau mode de relation avec les pays africains qui étaient dans une situation difficile parce qu'elle était conçue comme ça par les maîtres coloniaux et qui ne tenaient pas en compte ce que les autres, de manière malhonnête, mettaient en avant comme les conditionnalités pour pouvoir investir chez nous. Par exemple, la question des prétendues élections démocratiques n'était pas prise en compte dans les accords qui prédéfinissaient le fait que oui ou non, ils pouvaient venir investir chez nous. La question des droits de l'homme, ils savaient bien que nous héritons d'un cauchemar qui ne peut produire que dans cette période de latence, ces difficultés-là. La question de la bonne gouvernance, ils comprenaient très bien que quand on parle de bonne gouvernance, en réalité, là encore, c'est une grosse supercherie qui ne dit pas son nom. Les gens vous donnent de la main gauche, ils récupèrent de la main droite. Et entre-temps, ils profitent de leur puissance pour corrompre les élites qui sont au pouvoir et, subitement, c'est les mêmes qui vont commencer à chanter de bonne gouvernance. On comprend très bien que c'est un jeu de dupes dans cette affaire-là. Donc, je pense sincèrement qu'au moment de revenir, ils se sont rendus compte que de nouveaux acteurs s'étaient installés et avec qui on avait de nouveaux types de rapports. Et surtout, enfin, même nos dirigeants les plus imbéciles, excusez-moi le terme, ont commencé à comprendre qu'ils gagneraient beaucoup plus à diversifier leurs partenariats que de continuer d'être enfermés, n'est-ce pas, dans ce tube obtus de cette prétendue relation quasi naturelle avec les pays qui nous ont colonisés. Mieux encore maintenant, il y avait des choses qui commençaient à sauter aux yeux, qui n'est pas seulement de l'ordre de ce qui est chimérique, mais d'une réalité. Mais sinon, Steve Jocelyn Ngos, expliquez-moi. Comment vous allez expliquer à un jeune Nigérien dont l'un des présidents, je crois Sarkozy, bien même Macron lui-même, est allé narguer les parents, surtout les mamans, en disant, tel que vous continuez à avoir cette de natalité qui se résume autour de 7 enfants pour une femme, quels qu'en soient les dons et l'aide qu'on puisse vous apporter, vous ne pourrez jamais vous développer. Mais le jeune Nigérien, lui, voit plutôt comment son uranium part de son sol pour aller éclairer la France, pour aller faire tourner les machines françaises et faire tourner leur industrie, et que chez lui, il en soit encore emprunté
de l'électricité au Nigeria, il y a un problème. Comment veux-tu que ces jeunes Nigériens qui voient les rapports, que quand un tonnage précis d'uranium est pillé chez lui, il rapporte des milliers, n'est-ce pas, des milliers de milliards à la France, et alors que ce qui leur reste, comme on leur reverse comme subside, n'atteint même pas souvent 1 milliard. Ils se posent la question de mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Mais il y a de nouveaux acteurs qui sont prêts à dire on prendra seulement peut-être le 100 millième de votre uranium et nous allons éclairer tout le Niger pendant au moins 100 siècles. Nous sommes capables de le faire. Et la France qui se nourrissait sur la bête, parce que c'est comme ça, qui pensionnait sur la bête, n'a pas eu l'intelligence de dire, même les faux trucs solaires, on va vous donner, parce que le territoire nigérien est couvert par un ensoleillement toute l'année quasiment. Même pas les faux trucs solaires, on va vous donner pour pouvoir vous éclairer. Voilà les données. Voilà les données. Sur 10 ampoules qui brillent en France pour, n'est-ce pas, donner l'électricité aux ménages français et faire tourner leurs entreprises, pratiquement 7 à 8 proviennent du Niger. Mais le Niger, lui, est dans le noir. Il est obligé d'aller emprunter l'électricité au Nigeria. Je ne parle donc pas de la pauvreté qui est devenue endémique là-bas. Les enfants ne vont pas à l'école parce qu'il n'y a pas d'école de qualité. Les infrastructures routières et tout le reste, bazar, il n'y en a pas. Et les hôpitaux, c'est de l'ordre, n'est-ce pas, d'un débat sur l'excès des anges, etc., etc. Comment un pays qui est aussi riche, je ne parle pas de l'or, hein, nous sommes tout le monde sur la richesse de l'uranium. Si on ouvre le dossier de l'or, c'est un autre dossier, vous le savez pertinemment. Un pays comme la France qui ne produit pas d'or, il est quatrième producteur mondial. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc, le jeune Nigérien regarde ça et se dit un truc qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans notre relation avec ces gens. Mieux, on ne parle des militaires, mais ce sont les militaires qui sont au front, qui affrontent cette absurdité qu'on appelle le djihadisme, le terrorisme djihadiste, qui en réalité, le terrorisme bien organisé, bien pensé et monté par les Occidentaux pour créer, n'est-ce pas, cette situation de non-paix qui va donc expliquer la présence de leurs troupes pour continuer à maintenir ces pays dans cette situation. Mais ils voient que leurs camarades d'armes au Mali ont décidé de sonner le tocsin de la révolte. Et ils voient les résultats. C'est eux qui sont au fond, c'est eux qui meurent. Hein? C'est eux qui meurent. Ce ne sont pas des soi-disant politiciens qui occupent les palais occidentaux qui meurent au fond, ni eux ni leur famille. Mais eux, avec leurs frères d'armes, c'est eux qui meurent au fond. Donc les Maliens les disent, mais c'est quoi, on vous raconte des bobards, voici la vérité. Le Burkina s'est aussi réveillé avec le jeune Ibrahim Traoré. Il dit, mais comment vous pouvez rester dans cet état-là? Toute la barbouzerie qu'on a chassée, et du Mali, et du Burkina, a trouvé refuge où? Chez vous. Donc vous êtes maintenant une espèce d'abcès de fixation, une espèce de refuge de tous les barbouzes de l'Afrique de l'Ouest et qui mettent en mal la quiétude et la sérénité vis-à-vis des deux pays qui ont décidé de se lancer dans la reconquête de leur souveraineté. Donc ces militaires-là regardent cette affaire. N'oublions pas que un des militaires top chiefs de l'armée nigérienne a été plusieurs fois voir son frère d'armes, Assimi Goïta. Une des dernières fois, il fut même envoyé par Bazoum lui-même. Parce que Bazoum, il sentait la pression venir. Bon, donc ces gars-là disaient, il faut dire à votre idiot-là de chasser ces gens-là. Parce qu'avec eux, on n'aura jamais rien. On n'aura jamais rien. Si ces gens se maintiennent sur notre sol, si ce type de coopération, n'est-ce pas, économique et politique demeure avec la France, nos peuples, nous aurons sacrifié l'avenir des générations futures pour 1000 ans. Il faut absolument lancer la révolte. Pour dire qu'on n'est pas d'accord, si ils sont chanceux pour définir de nouveaux accords, à défaut, nous aussi, parce que nous sommes des êtres humains majeurs, créer de nouvelles coopérations, n'est-ce pas? Créer la possibilité d'avoir de nouveaux accords et de nouveaux partenaires pour le bien de nos populations et de notre peuple. C'est ça le processus que nous voyons là au niveau du Niger aujourd'hui. C'est exactement cela. C'est rien de cela. Et la population qui n'attendait que ça, parce que fatigué d'être insulté, à recevoir les crachats au quotidien, quand ils voient donc des hégémons militaires comme ceux qui sont au pouvoir actuellement à Niamey, ils disent, mais c'est ce qu'on vous a dit, on vous demandait de faire depuis. C'est un soutien total. C'est un soutien populaire hors norme. Alors, si vous êtes la prétendue CEDEAO,
que je connais là, avec tonton Tinubu, hein, bon, excusez-moi le terme, je vous avais dit sur ce plateau que cette affaire qui s'est passée au Nigeria avec cette élection-là, c'est une escroquerie, c'est une mafia qui a pris le pouvoir au Nigeria. Sleeping Tinubu. Non, il est pire que Sleeping Tinubu. Parce que quand il s'endort, il fait 1000 rêves avant de se réveiller. Comment un type comme ça, c'est lui qui peut être le principal donneur de leçons aux gens qui cherchent à évacuer la pauvreté chez eux? Pire, il applique les sanctions de la CEDEAO qui sont dictées par l'Occident. Il coupe l'électricité au Niger. Mais c'est que Tinubu n'avait pas compris. C'est qu'il y a aussi une géopolitique, j'allais dire, africaine qui révèle beaucoup de liens de solidarité et d'amitié entre les peuples africains. Le jour où je vais commencer à vous expliquer la guerre du Congo-Wara qui s'est passée, n'est-ce pas, en République centrafricaine, vous allez voir que le Cameroun n'était pas exempt. Le Cameroun a subi cette guerre du Congo-Wara. Le Cameroun a subi des milliers de disparus avec la construction du chemin de fer Congo-Océan. Vous allez donc voir qu'il y a sur un certain plan des liens de causalité qui font que si tu te lances dans une aventure pour frapper le Niger, tu vas frapper de manière collatérale aussi le Nigeria. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les tribus Haoussa, les ethnies Haoussa, ce n'est pas des tribus. Donc le peuple Haoussa, il est du côté du Niger comme du côté des Nigérians. Bon, vous êtes Tinubu, un Yoruba du sud, du sud-ouest. Quand vous dites que vous allez déclencher une guerre contre le Niger, qu'est-ce que vous dites? Vous dites aux Haoussa de chez vous qu'on va vous constituer en une armée de mercenaires pour aller tuer vos propres frères. Vous croyez que ça peut marcher? Du tout. Mais c'est pour ça que le Sénat nigérian, n'est-ce pas, surtout des États qui sont au nord, lui ont dit, monsieur, mais tu sais quoi? Tu vas où? Nous, on ne peut pas participer, n'est-ce pas, à cette entreprise de mercenariat pour aller tuer nos propres frères. Donc c'est ça. Ça devait être un truc même sur le plan ethnologique, n'est-ce pas, qui crée beaucoup de difficultés, premièrement. Deuxièmement, il n'y a que au sein des élites au Nigeria et dans d'autres pays, même en Afrique de l'Ouest, on se rend compte qu'au-delà de la prétendue question de la validité de nos démocraties, il y a des questions d'intérêt économique énormes. Je ne vous ai pas de l'uranium, je ne vous ai pas de l'or. Exact. Mais il n'y a pas que ça. On devait construire un chemin de fer, non pas un chemin de fer, un gazoduc, un énergétique, qui partirait du Nigeria, traverserait le Niger pour un gazoduc et pour déboucher en Algérie et vendre ce gaz-là au niveau des pays européens. Ça doit passer par où? Par le Niger. Et il y a un bloc pétrolier et gazier au niveau du Niger qui devait faire des contours avant d'aboutir au niveau de l'océan Pacifique, alors qu'on aurait pu le dévier autour du lac Tchad, et rejoindre le pipeline de Doba pour Kribi, mais ils n'ont pas voulu, ils ont soi-disant voulu rester avec leur argent, mais où cette plateforme va siphonner le pétrole et le gaz nigérien. Encore une fois, avec la complicité des investisseurs de la finance internationale que vous connaissez. Donc les jeunes Nigériens disent que bon, maintenant ils ont pris l'uranium. Ça ne leur suffit pas. Ils ont pris l'or. Ça ne leur suffit pas. Maintenant, même notre pétrole, notre gaz, non, ça ne marchera pas comme ça. Donc, n'écoutez pas les bavardages des sanctions. Même les Américains voient la difficulté qu'il y a dedans. C'est pour ça que Mme Noulan a été envoyée à Niamey pour commencer à négocier. Ils voient le danger. Parce que c'est par malheur. Le prochain gouvernement nigérien, comme vous l'avez dit, nationalise l'ensemble et l'exploitation de l'uranium, et l'exploitation de l'or, et du pétrole et du gaz, et que ça bascule dans le camp des BRICS. Il n'y a pas que la Russie dedans qui est prêt à investir. Les Iraniens sont prêts à investir, les Indiens sont prêts à investir, et les Brésiliens sont prêts à investir. Vous voyez comment la balance va commencer à pencher d'un côté contre le côté de l'ancien monde. C'est ça les enjeux. Et ces enjeux-là, il faut que les Africains le comprennent. Je sors de la République centrafricaine où j'ai fait un mois. Je peux vous dire que ce sont les mêmes enjeux qu'on retrouve pratiquement là-bas. Donc, que les gens ne vous cassent pas les oreilles avec Wagner à gauche, Wagner à droite. Non. La question de fond, c'est la question de oui ou non. Nos États sont-ils enfin des États souverains? C'est-à-dire ayant une même mise sur l'ensemble des richesses de notre sol et de notre sous-sol. Et sans oublier l'espace aérien. Je crois que vous voyez des déboires de tonton Air France maintenant, comment il faut faire des crochets, faire des tourbillons pour rejoindre Paris, parce que l'espace nigérien est
scellé pour l'instant. Donc, ça veut dire que nous avons le pouvoir. Nous sommes des hommes forts avec un pouvoir que nous ignorons même. Il suffit d'appuyer sur un petit bouton et on voit comment un dérèglement généralisé de l'activité économique mondiale se fait. Sans oublier les avantages que les gens picoraient sur notre sol et sur notre sous-sol. Donc, ce n'est pas nous qui sommes pauvres ici, Jocelyn Goss, en réalité. Chaque Africain devait être aussi riche qu'un Qatari, voire plus. Nous sommes trop riches. C'est nous que ne le savons pas. Et c'est pour cela que j'insiste souvent sur le plateau. Il y a deux éléments que je vais commencer à aborder là-dessus. Le premier élément, nos fameuses constitutions là, avec les accords de coopération, il faut qu'on commence à les enseigner même à l'école primaire. Que voilà les conneries qu'on a fait signer à nos gens. Souvent, nous n'étions même pas là quand ces accords-là furent signés, mais on nous les impose. Dès l'école primaire, il faut que nos enfants commencent à le savoir. Premièrement. Deuxièmement, leur expliquer c'est quoi une constituante et pourquoi nous devons absolument avoir des propres constitutions rédigées par nous. Nos intellectuels, nos constitutionnalistes, nos intellectuels en général, il n'y a pas que de constitutionnalistes pour rédiger une constitution, mais surtout, pourquoi nous devons tout faire pour avoir l'exception sur nos matières premières de notre sol, de notre sous-sol, même de notre espace aérien. Ça doit être consigné dans la nouvelle constitution qui arrive. Il faut l'enseigner aux enfants dès le primaire. Pour qu'ils comprennent là où nous sommes. Je ne parle pas de supérieur. Au supérieur, ça doit même faire l'objet même des mémoires de gauche à droite pour que les gens creusent davantage dessus et ils comprennent dans quel monde unique nous avons été plongés, c'est juste Lagos. C'est extrêmement important. Extrêmement important. Deuxième chose, vraiment, je suis obligé encore une fois de plus de sortir de cette affaire-là aujourd'hui. Si, dites-moi un peu. Moi, j'étais dans un pays où tout le monde parle par exemple, de Sango. Ce n'est pas parce que vous et moi, toi et moi, excusez-moi, nous parlons français. Ça nous sert à quoi parler français? Ça nous sert à quoi d'avoir les enfants qui font les bacs en latin? Ça sert à quoi? Attendez, dites-moi, à quoi ça sert? Ça ne sert absolument à rien. Les Iraniens ne parlent ni latin, ni français, machin truc, mais regardez le niveau de développement par rapport à nous. Il faut qu'on envoie nos enfants domestiquer les sciences. Et à partir des sciences, les envoyer dans les secteurs où ils vont acquérir un know-how, un savoir et un savoir-faire technique, technologique conséquent pour pouvoir exploiter nous-mêmes nos propres choses. Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. On va avoir des richesses, mais on ne saurait pas quoi en faire. Il faudrait qu'on se lance dans la bataille pour le contrôle du secteur bancaire et financier. Parce que là aussi, tout se joue là. Il faudrait que nos juristes commencent à prévoir des éléments de droit qui vont obliger tous les investisseurs africains qui vont venir investir ici en leur disant, si en cas de litige, il faut que ce soit le tribunal qui règle les contentieux. C'est capital. Sinon, nous n'allons rien maîtriser. Maintenant, je crois qu'il faut qu'on fasse la division du travail et continuer de dire merci à ceux qui sont lancés dans ce violent combat pour la dédollarisation de l'économie mondiale. Ça va nous profiter énormément. Mais si on continue de laisser que, on vous dit chaque jour, eh oui, les banques camerounaises sont sur liquide, mais si vous faites un petit dossier, pourquoi vous prêtez un peu d'argent pour lancer Panafricanist TV, pour que ça devienne une télévision, on va vous dire que non. Apportez votre titre foncier que vous avez sur votre domicile, mais ça ne suffit pas. Vous allez aussi nous apporter le titre foncier de votre père, de votre arrière-grand-mère, de votre arrière-grand-père à Esseng. Pourquoi on vous donne 30 millions? Quelle est cette économie-là? Comment on peut décoller avec c'est-à-dire que après avoir cadenassé un environnement économique comme ça? Comment vous pouvez? Les histoires même de France ne sont que comment je peux m'exprimer pour dire, c'est-à-dire que la partie visible de l'iceberg. Nous sommes construits, nos États sont construits pour ne jamais se développer. Jamais. Sur le plan culturel, nous sommes bloqués. Sur le plan de la capacité d'acquérir les sciences avec ce système, nous sommes bloqués. Sur le plan même humain, d'une certaine volonté d'implémenter une nouvelle civilisation, oui, nous avons aussi une question civilisationnelle qu'il faudra aborder. Nous sommes bloqués. On se plaît à savoir à conjuguer les verbes au soutif imparfait. On dit qu'on est très fort. Il aurait fallu qu'il assassine Nassias. Alors quand tu es un gars dit comme ça, il gonfle, il dit, vous voyez, vraiment, même Le Pen ne dit pas mieux. Qu'est-ce qu'on a foutu avec ces conneries? Les autres avancent. Ils créent des charrues, ils créent des drones, ils créent des trucs, même pour, je vois encore dans mon village, les gens se servent de ce truc-là, tu vois, pour aller récolter les noix de palmis.
Les autres sont loin. Ils ont une petite machine. Tu es assis sur ton tabouret à 3 mètres. Tu appliques le truc. Tu lances avec un peu d'énergie électrique. Ça va, ça coupe toutes les petits branches. Tu récoltes ton noix de palme. C'est tout. Et l'affaire est réglée. Les palmes sont à ta disposition. Il y a des machines pour ne plus obliger nos vieilles mamans à aller au bord de la rivière sur une place de rocheuse et avec les pieds pour obtenir un peu ils font tout. De crème avec laquelle on va faire de l'huile. Ils font tout. Pourquoi non, on ne peut pas le faire? On ne peut pas le faire parce qu'on continue à avoir les bacs en latin, en anglais renforcé. Des conneries comme cela. Hein? Des trucs qui ne servent absolument à rien. Allez voir les bersikineurs dans nos rues. Tu as quoi? J'ai le droit. Tu as un droit comparé, hein, études en droit comparé de latin, et je ne sais pas, et japonais. Ça nous sert à quoi? Commençons à donner un bol de macabo à chaque Camerounais. Donc, la première transformation, c'est de transformer notre environnement depuis de telle manière qu'on n'ait plus faim. La révolution chinoise de Mao a commencé par la promesse de Mao de donner un bol de riz à chaque Chinois. Quand les gens ont mangé, ok, maintenant tu les mets au travail. Tu organises le travail. Tu organises comment ils vont dompter les sciences. Tu organises comment on va même construire les maisons qui s'adaptent à notre environnement. On n'est pas obligé de construire comme les Occidentaux. Le docteur Dine Edouard, le grand acheteur Dine Edouard, il ne fait que le dire depuis. Il produit même sa revue Papyrus, personne ne lit. Les Borbasson, ils nous disent des choses. Même sur la science quantique, personne ne dit. Tout le monde entier, la Banque mondiale a dit qu'elle va fermer les robinets. On ne va plus financer l'économie ni du Burkina Faso, ni du Mali, ni du Niger. La banque voilà, mondiale, c'est rien. Il suffit qu'on fasse la prospection sur un petit espace de notre or. Dans un petit truc qui a peut-être le 1 millionième de l'or que nous avons sur notre continent. On va sortir de là. De l'or qui est 1 milliard de fois plus supérieur au budget de la Banque mondiale. Est-ce que les Africains ne le savent pas? Donc je crois sincèrement que je suis très content, vous voyez comme M. Ragardi. Oui, on vous comprend. Parce que ce qui se passe au Niger, c'est la réalisation des rêves de nos ancêtres, de ceux qui nous ont précédés dans ce combat. De Modibo Keïta, de Ruben Oumniobe, de Félix Roland Moumier, de Lumumba, de Samora Machel, tous ces valeureux Africains qui se sont battus pour notre Afrique, de Mehdi Ben Barka, tout ce monde-là. Et il faut que notre génération ne diffère pas ce combat. Il faut qu'il les réalise. Je suis très déçu quand je vois la manière dont M. Ouattara, malgré tous les preuves, quand je vois M. Macky Sall, malgré toutes les preuves, malgré tout même, ça dit que je ne sais pas quoi dire. Je demande, est-ce que Macky Sall, est-ce que vous ne voyez pas la réalité? On dit qu'il ne faut pas se désespérer de l'homme. Mais là, je commence à désespérer de vous. On nous a monté les uns comme les autres pour qu'on s'entretue. C'est ce qu'on a tenté de faire avec le Niger. Vous voyez comment l'Occident fait bloc pour dire que non, il ne faut pas continuer les Ukrainiens. C'est dangereux. Celui qui veut tuer les Ukrainiens, c'est un monstre, disent-ils. Mais ils sont prêts à venir en Afrique et à dire à Tinubu, Bola Tinubu, bon, Ouattara, on fait comment? On lève la main, non? On va massacrer les Nigériens. Et les gens applaudissent. Ils disent que parce qu'il faut défendre la démocratie. Quelle démocratie? Une démocratie qui ne donne pas à manger à ses Africains, à ses enfants. Une démocratie qui ne construit pas le pays. Une démocratie qui ne donne pas la capacité aux citoyens de ce pays-là de dompter la science. C'est quelle démocratie? Les gens n'ont pas de l'eau potable. Les gens n'ont pas d'habitat décent. Ils sont à la merci des intempéries. On est en pleine saison de pluie. Allez voir ce que subissent nos populations. En plein 21e siècle. Non. Je crois que le peuple africain a commencé à comprendre que des poches là qui sont bourrées de diamants servent à quelque chose. Et je peux dire à l'Occident, le moment est arrivé de négocier avec nous. Sinon, bye bye. On se retrouvera au prochain rendez-vous. Merci, patient Pafindom, d'avoir été des nôtres. Je vous dis merci. Une fois de plus, bravo, n'est-ce pas, au peuple nigérien. Ils ont fait ma fierté pendant ce jour. 1000 fois bravo au peuple centrafricain qui s'est mobilisé. J'ai été dans les coins et les recoins. J'ai participé à ce jour de 30 juillet. J'ai vu des files interminables de Centrafricains. Allez voter. J'ai vu l'engouement des femmes. J'ai vu l'engouement des handicapés. J'ai vu l'engouement de la jeunesse qui comprend très bien que ce sont un avenir qui se joue là. Mais j'ai surtout vu un leadership éclairé, le président Faustin Akash Touadéra, qui ne fait pas beaucoup de bruit et qui a entouré des gens fantastiques.
C'est la première richesse de la République centrafricaine, c'est pas son sol ni son sous-sol, mais c'est la qualité des hommes qu'on a toujours voulu recouvrir d'un manteau d'obscurité pour que les gens ne se rendent pas compte que des entreprises étaient considérées comme une boue puante. Il y avait de véritables grosses pierres de diamants qui s'y trouvaient. Le moment est arrivé pour le peuple africain de les découvrir, mais surtout d'exploiter ces grosses pierres de diamants pour leur propre bonheur. Je peux vous dire, monsieur, si je sors par là, le prochain Eldorado de notre Afrique centrale, ça sera en République centrafricaine. Très bientôt, à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Restez sur nos plateformes numériques, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Likez, partagez au plus grand nombre malgré la censure. Restez des nôtres.